Merci beaucoup et bonsoir à tous. Effectivement, c'est une occasion très remarquable de pouvoir ce soir présenter ce livre, pour moi l'auteur, mais aussi surtout en présence de Gucci. Nous nous connaissons, cher Gucci, depuis presque 30 ans, plus de 30 ans, plus de 30 ans. Et c'est vrai que j'ai eu le plaisir, l'honneur de vous voir travailler, de forger cette œuvre. Et si ce livre a paru, ce plus jeune livre, puisqu'il y en a d'autres qui ont paru avant, si ce livre a paru, c'est pour marquer 50 ans de travail, d'affrontement, dirais-je, avec le métal. Parce que c'est quand on vous voit travailler, quand on a la chance de vous voir travailler, on se rend compte que eh bien, le métal, il répond, mais il faut faire en sorte qu'il réponde. Et donc, il faut y mettre de l'énergie, de la force. Et aussi ne jamais désespérer, parce que ce métal répond avec sa matérialité. Et puis ce qui est tout à fait extraordinaire dans votre œuvre, c'est que vous avez su conjuguer ce métal, cette métal que vous travaillez à la manière des Dinandier, en tapant sur le métal, pas en le fondant. Eh bien, vous avez eu ce génie, je me permets ce mot parce que c'est vraiment cela, d'incruster, d'enrichir ces pièces avec des pierres. Non pas des pierres précieuses, des pierres dures, des pierres. Vous avez même pris des pierres sur les berges, sur les rives de la Bretagne, puisque la magnifique cuve baptismale de Notre-Dame de Paris, elle est garnie de granit breton, et ces pierres vont donner à votre œuvre quelque chose d'extraordinaire. Et là, justement, parlez-nous un peu de votre amour des pierres et de ce que vous réalisez avec les pierres. Bonsoir. Depuis mon jeune âge, j'aimais toujours chercher les pierres de couleurs, pierres différentes. Je suis né dans une ville portuaire au bord de mer Noire. Pardon. Où j'ai ramassé beaucoup de pierres. Il y a eu des sardoines, cornalines, agates, chalcédoine, voilà, toutes ces pierres qui ont grande qualité décorative. Pas de valeur tellement commerciale, parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est des valeurs décoratives des objets. Et j'ai essayé de se marier l'objet d'orfèvrerie et des pierres dures. C'est assez, comme soulignait Bernard, inédite. Ça n'existait pas nulle part, cette façon de travailler. Il y a plusieurs conservateurs de musées qui sont spécialistes de domaine. Ils ont fait les recherches justement pour trouver une analogie ou comparaison dans une autre civilisation, même très ancienne ou moderne. Ils n'ont jamais rien trouvé, quelque chose qu'on pouvait comparer. Voilà. Et d'autre part, comme ils sont des pièces uniques, c'est-à-dire le pavage de pierre dans le métaux, ça donne encore plus de caractère unique. Parce qu'il n'y a pas aucun procédé jusqu'à nos jours qui permette de reproduire ces objets. Parce que d'abord, il n'y a pas de moule. Chaque pièce est unique, fait à partir d'une plaque. Et pour façonner une plaque et donner une forme différente, moi-même, je fabrique ça s'appelle des bigornes, c'est-à-dire des enclumes en acier forgé. Donc à partir de barres d'acier, je fais différentes formes suivant les courbes, les volumes des objets. Et jusqu'à nos jours, j'ai à peu près 2500 bigornes. Voilà. Et donc ça, c'est les outils de base. Et également, dizaines et dizaines de différents marteaux que je fabrique aussi moi-même. Voilà. Enfin, il y a deux outils de base, c'est des bigornes, un marteau, et plaques de métal, c'est tout. Et des chalimons, bien entendu. Les chalimons, c'est des choses, c'est pas moi qui ai inventé. Voilà. Et ça m'a permis de créer combien de pièces depuis
mon activité en France, c'est 45 ans. Je dirais 3000 pièces en tout. J'ai commencé avec création des bijoux. Ça m'a permis d'avoir une indépendance matérielle parce que c'était plus facile de proposer des bijoux et de trouver des acheteurs que commencer avec l'œuvre liturgique. D'ailleurs, personne ne m'attendait pas. Voilà, pas du tout. Et petit à petit, c'est les clergés même qu'ils ont vu mes œuvres exposées dans différentes galeries, ils ont commencé à intéresser, figurez-vous. Voilà. Et donc, c'est eux-mêmes, ils ont fait une ouverture vers moi. Parce que je n'osais pas. Et donc, ça a commencé comme ça. Première réalisation importante, c'était en 1985. C'est que baptismal, chandelier Pascal et une aiguière pour Cathédrale de Notre-Dame. Mais ce n'est pas été commandé par la Cathédrale de Notre-Dame, j'ai fait sur le demande de François Maté, qui était conservateur en chef du musée décoratif, qui me soutenait beaucoup. Et il m'a demandé justement de créer ces 3 objets, sans destination. Pour l'abbaye de l'Épau. Oui, c'était une exposition temporaire, oui, de l'abbaye de l'Épau. Et après, il y a plusieurs clergés qui ont remarqué ces objets. Et finalement, ces 3 objets atterrissent à Notre-Dame de Paris. Et c'est considéré comme dépôt, parce que exceptionnellement, François Mitterrand aussi, mais c'est François Maté, obtenu une dérogation, achat ces 3 objets par l'État. En manière générale, l'État n'achète pas l'œuvre liturgique. Bon, ça, c'est l'affaire des clergés. Donc, c'était vraiment un cas exceptionnel et c'était considéré comme propriété de l'État. Et c'était quelque part dans le dépôt du ministère de la Culture. Et c'est Monsieur Lustiger qui a demandé, cherché, l'amener à la cathédrale. Et moi-même, j'ai été très surpris, comme j'ai appris que ça se trouvait dans la cathédrale de Notre-Dame. Donc, c'est commencé comme ça. À cette époque, archiprêtre de Notre-Dame était Jacques Perrier, vous connaissez sûrement, ancien évêque de Chartres, l'évêque de Lourdes. Et dès qu'il était nommé ensuite à Lourdes, avant Lourdes, c'était à Chartres, il m'a demandé de venir étudier les possibilités de réaménagement de l'espace liturgique entier. C'est-à-dire, ça aussi était le travail sans précédent, parce que jamais, en tout cas en France, une seule personne avec ses propres mains, parce que je n'ai pas d'entreprise, je n'ai pas de gens qui travaillent derrière moi, a fait la conception et des réalisations de tous ces objets. Voilà. Et actuellement, parce qu'après elle s'était divisée aux 3 tranches, et suivant l'évêque qui succédait, ils m'ont commandé encore et encore. Et dans la cathédrale de Chartres, il y a 52 objets. Voilà, entre vases sacrés et objets liturgiques. Et en combien de temps? Au bout de 25 ans. Il y a eu 3 évêques qui changeaient. La dernière, c'est le grand croix qui est suspendu dans le croisé des transepts. Voilà, donc, il y a 4 ans. Non, et tout dernière, c'est le cul baptismal. Oui, c'est ça. Voilà, cul baptismal. Donc, ça se passe, qu'on commençait comme ça, et ensuite, j'ai été sollicité par les autres clergés. Et après, j'ai fait un travail assez conséquent, parce que je n'arrête pas jusqu'au nos jours. J'ai trop de travail. Et ça me fait grand plaisir parce que d'abord, il y a un but. Je le sais par quoi je fais. Et c'est d'autres dimensions, même au-delà des dimensions spirituelles. C'est tout à fait. Et donc, je suis comblé parce que j'ai trouvé des gens qui apprécient mon travail. Voilà. Et actuellement aussi, j'ai tellement de projets. Il faut avoir encore les forces. Parce que très physique en même temps. Voilà. Très physique et aussi périlleux. Parce qu'on utilise un certain nombre de produits chimiques assez toxiques, donc il faut faire attention pour le traitement des métaux. Et surtout, les pierres dures
dans le pierre dure, il y a la présence de silice. Silice, vous connaissez la maladie silicone qui était autrefois dans les mines de charbon. C'est les poussières très très fines de pierre dure, qui déposent sur le poumon. Et c'est irréversible. Et après, il y a la mort. Voilà. Donc il faut faire vraiment attention de ne pas s'exposer de ces risques. Voilà. Donc, voyez, en même temps, souvent, le ministère de la Culture souhaite que je forme quelqu'un. J'ai répondu toujours négativement parce que je ne peux pas prendre le risque, être responsable s'il arrive quelque chose avec cette personne. Comme nous sommes deux, il n'y a pas de témoignage, je ne peux pas être accusé de négligence. Voilà. Donc pour ça, je préfère travailler tout seul. Voilà. Donc c'est elle qui a déchiffré cette lettre codée. Voilà. Pour ça, elle est devenue célèbre. Voilà. J'ai introduit ça. Donc c'est devenu un bijou emblématique. Et puis, il y a eu un moment important dans votre vie d'artiste et votre vie tout court, des moments importants, c'est vos rencontres avec les papes Saint Jean-Paul II et puis Benoît XVI. Oui. Mais ça, c'est quelque chose. Oui, donc, si vous vous souvenez, il y a eu une journée mémorable de JMJ en 89, à Longchamp. 97. 97. 97, pardon. 97. Et Monseigneur Lustiger a prêté ces trois objets, cuve baptismale, chandelier pascal et une guerre, pour le baptême des adultes. Voilà. Et c'est Jean-Paul II qui a présidé cette cérémonie et il a baptisé ces adultes. Mais je gardais ça au travers des télévisions. Quelques jours après, j'ai reçu une lettre, secrétaire d'État. C'est étonnant, c'est pas courant de recevoir une lettre de secrétaire d'État. Et c'est le substitut du pape qui m'a écrit une lettre de remerciements au nom du pape. Voilà, pour le beauté, pour tout ce que j'ai fait, etc. Donc il était vraiment assez impressionné. Il a ajouté, si vous êtes à Rome, en passage, vous êtes bienvenu, on va vous recevoir. Et j'ai montré cette lettre à Bernard Berthold, qui connaît bien le Vatican. Il a dit ça très bien, on peut aller ensemble. Voilà, en effet, on a fait aussi un voyage mémorable. Bernard Berthold m'a présenté Monseigneur Marini, qui était maître de la cérémonie pontificale, papale. Et ensuite, c'était prévu béatification des Padre Pio, ces fameux moines capucins qui avaient stigmate, vous savez, et très vénérés en Italie. Et les capucins m'ont demandé de créer une reliquaire pour cette occasion. Donc j'ai fait cette reliquaire et c'était présenté à Place Saint-Pierre et Jean-Paul II qui a présidé aussi cette cérémonie. J'ai fait également la croix processionnelle et 2 chandeliers acolytes. Voilà, cette occasion. Et 4 ans plus tard, il était canonisé, Padre Pio. Et pour cette occasion, ils m'ont demandé de création la chasse de Padre Pio. C'est vraiment cas unique parce que c'est le seul chasse du XXIe siècle. Il n'y a pas d'autre. Voilà, donc c'était vraiment le but très intéressant. D'abord, on a fait un réceptacle avec le ciborium. C'est important, c'est 2,50 m hauteur. Et pendant 1 an et demi, les corps de Padre Pio étaient exposés aux fidèles. Et après, ils ont l'enfermé dans un autre chasse que j'ai fait plus tard. Et actuellement, il est dans le crypte de San Giovanni de Rotonda, dans le Puy en Italie. Et comme Benoît XVI est venu en 2007, un pèlerinage à Lourdes, donc j'ai fait sur le demande de Monseigneur Marini, la formale également. Formale, c'est une agrafe qui porte le pape. Autrefois, c'est au clergé qui portait des formales. Et donc c'était sur le sujet de l'Arche de Noé.
Et comme Monseigneur Perrier a fait véritablement un tour de France à cette occasion pour récupérer tous les objets, célébration de cette messe dominicale à Lourdes. Et des objets façonnés par vous. Oui, façonnés par moi, mais pour les soucis d'unité. Et donc, effectivement, j'ai vu mes œuvres qui venaient de différents abbayes ou des cathédrales. C'est lui qui a fait le voyage. Et ensuite, j'ai apporté, c'était dans ma poche, cette formale. Et j'ai demandé à Monseigneur Perrier si c'est possible de rencontrer Benoît XVI et transmettre la main propre, cette formale. Il a dit, écoutez, je ne suis pas sûr, mais je vais essayer. En effet, j'ai été appelé après la cérémonie. Et dès que Benoît XVI sortit de sacristie, donc ils m'ont présenté, j'ai donné cette formale. Il était très, très, très touché, très ravi. Voilà, moi, ça existe, les photos. Et, bon, pour vous dire que pour Jean-Paul II aussi, j'ai fait le formal. Pour l'année sainte. Pour l'année sainte, oui. J'ai fait ça et j'ai fait également un marteau d'ouverture. Donc, il y a eu beaucoup d'émotions à ces propos. J'ai été avec mon fils et ma femme, Bernard était aussi avec nous, bien placé devant le pape. Et les moments de communion, un certain nombre de personnes étaient appelées pour se communier avec le pape. Mais ils ont laissé passer une feuille blanche. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé autour de moi, ils m'ont dit ce sont des miraculés de Padre Pio. Donc ils ont été jeunes, parce que Padre Pio est décédé en 1968, donc maladie incurable, donc il était toujours vivant. Voilà. Donc ils ont tous pleuré. Voilà. Ils ont été une vingtaine. Oui, oui. Voilà, une vingtaine. Voilà. Donc j'ai eu aussi cette émotion. Donc on a vu beaucoup de choses. Heureusement, enfin, cette année j'ai 80 ans, j'aimerais bien encore continuer, mais chaque chose a son. Mais vous avez beaucoup de projets encore. Voilà, le projet, il y a beaucoup. De beaux projets. Il y a des beaux projets. Sans dévoiler des secrets. Mais... Pas encore. Bon, il y a plusieurs comme des, cathédrales ou basiliques très importants qui souhaitent que je fasse d'aménagement. Voilà. Voilà, je vous ai tout raconté. Merci Gucci pour cet entretien. Peut-être que des personnes veulent poser des questions. Vous avez réalisé des pièces pour la basilique Sainte-Clotilde. J'ai pas compris. Basilique Sainte-Clotilde. Ah oui, oui. Comment ça s'est passé? Ça se passait de manière suivante. Je connaissais une personne qui était paroissiale de cette basilique. Et c'est lui qui a milité vraiment pour que ça change. Et il m'a demandé de travailler sur ces sujets, mais pas de clergé. Mais simplement, j'ai présenté après des clergés, et donc c'était bien accepté. Et depuis j'ai fait également la croix de l'autel, qui sort à l'occasion de la célébration des messes. Donc c'est à Paris, Saint-Clotilde. C'était en quelle année? Oh, ça fait déjà une quinzaine d'années. Une quinzaine. D'années. Oui. Voilà. Vous connaissez peut-être Olivier Delabaume? Non. Ah non, voilà. Donc il habitait tout près. C'était, enfin, il était plus âgé que moi. J'ai vu la croix il y a quelques jours. J'ai tenu la croix. Oui. On a sorti la croix avec sa fistine. C'est ça. Donc, mais souvent, ça se passe comme ça. Encore un petit détail, parce que c'est assez... Les gens demandent comment ça se fait que l'Église se permette avoir tous ces objets en métaux précieux, etc. Ça coûte cher. On dit oui. D'abord, je ne travaille pas pour gagner de l'argent. Dieu merci, j'ai mes galeries qui me permettent de fonctionner. Et moi-même, j'avance tout.
c'est-à-dire matière première, tout. Je ne demande rien à Clerget. Simplement, je le sais par expérience, qu'il ne faut jamais montrer les projets au public. Parce qu'il y a personnes qui ne savent pas bien apprécier le dessin. Soit je fais le dessin, soit je fais les maquettes pour présenter à Clerget. Et ensuite, dès que l'objet est prêt et il est sur place, à ce moment-là, ils font un petit dépliant. Ils distribuent partout, demandant s'il peut soutenir pour financer cette opération. Et jusqu'au-là, ça s'est bien fonctionné. Même par exemple, le Tournu, c'était la même chose. C'était un monument incontournable. Mais ils ont reçu nettement plus que c'était prévu. Bon, donc, par conséquent, ils m'ont commandé la couronne de lumière, c'est-à-dire l'éclairage. Donc, ça se passe comme ça. Parce que, voilà. C'est pas vraiment mon... Dieu merci, je peux avoir une indépendance. Parce que c'est très important. Il y a d'achat de matières premières. Les pierres, c'est difficile. Il faut chercher à l'étranger. En France, il n'y en a pas. Et moins en étranger. Principalement, c'est Allemagne. Parce qu'il y a une bourse internationale de pierres dures où les pierres arrivent dans tous les 4 coins du monde. Voilà. Donc, il faut négocier sur place. Donc, ça se passe comme ça. Ça prend aussi du temps. Mais ce que je regrette, seul regret dans ma vie, comme je travaille beaucoup, il ne me reste pas de temps pour visiter par exemple le musée, voir l'exposition. Actuellement, il y a l'exposition sur la Grèce au musée de Louvre. Vous n'avez pas vu. Ah voilà, voyez-vous, mais je n'ai pas trouvé le temps. Ouais, je pense tous les jours. Oui, c'est frustrant. Voilà, c'est frustrant. Seule chose que j'ai fait, un exploit, j'ai visité 3 fois, il y a déjà 4 ans, exposition sur Poussin. Poussin et Dieu, parce que j'adore Poussin. Et ça, je ne pouvais pas. En plus, j'ai un quart d'heure par bus entre la porte de mon atelier jusqu'au guichet de Louvre. Vous voyez, un quart d'heure, c'est pas loin. Voilà. Ça, c'est ça le regret. Et par conséquent, sauf le but professionnel où j'ai fait le voyage en Italie, en Belgique, en Angleterre, etc., je n'ai pas voyagé. Jamais. Mais vous êtes retourné en Géorgie. Ah, oui, il y a 2 ans, je ne voulais pas aller. Comme ça, pour moi, c'était le principe. Une fois le pont est coupé, je ne voulais pas retourner. Parce que j'ai eu mauvais souvenir. C'est le régime abominable qui était sur place. J'ai été sollicité par un mécène, un philanthrope, qui m'a commandé une couverture précieuse pour un livre. C'est une poésie géorgienne du XIIIe siècle. Mais les calligraphes actuels, ils ont fait la copie de ce livre. Donc, lui, il offrait ce livre au Musée national. Et le Musée national a donné ça au gouvernement. Et actuellement, ce livre, ça se trouve dans la galerie d'art de ONU à New York. Voilà. Donc ça, c'est le dépôt du gouvernement géorgien. C'était l'occasion. Parce qu'il m'a dit, si vous ne venez pas... Parce qu'il a fait une remise solennelle de ce livre. Et donc j'étais un peu... Et vous avez été heureux de retourner quand même. Oui et non. Non. Très mitigé. Oui. Mitigé parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Difficile à remettre. Pendant 4 siècles, la Géorgie était sous la domination de Ottomans. Voilà, 4 siècles. Après, c'était la Russie. Heureusement, la Russie a joué le rôle positif. Au moins, ils ont été sauvés. Non, mais la Russie a son propre intérêt, bien entendu. Avec la Turquie, il y a 16 guerres avec la Turquie, l'Empire russe. Mais évidemment, ça marque. Pour ça, comme
Je dis toujours, comme tous les pays de l'Est, qu'ils ont été sous la domination des Ottomans. Aujourd'hui, ils pouvaient être dans le même niveau de développement qu'en plupart des pays européens. Mais ça marque. C'est difficile à regarder la Grèce. Mais ça va changer. Et vous avez un projet un peu, enfin, en pointillé pour le mot Athos. On vous attend au mot Athos, Oui, vous savez. Oui, il y a un projet et il faut que je déplace, mais actuellement, à cause de crise sanitaire, c'était compliqué d'y aller au Mont Athos. Il y a un monastère qui s'appelle Ivérion. Comme par hasard, cet Ivérion a été créé par les moines georgiens au IXe siècle. Et actuellement, il existe plusieurs manuscrits de cette époque. Bon, il n'y en a plus de moines georgiens, mais ils sont disparus. Et c'est le grec. Ouais. Ivérion. Merci, Gucci. D'autres questions? Donc, on est à disposition pour signer, mettre un mot sur les livres. En tous les cas, merci Gucci d'être venu ce soir et merci pour votre amitié et pour votre œuvre aussi qui devient une œuvre universelle. Et on a beaucoup de chance en France, à Paris, de vous avoir. Moi, j'ai une chance de l'âge de 33 ans. Aussi, c'est chiffre emblématique d'arriver en France, qui était rare cas à cette époque, comme un homme soviétique quittait le pays. C'était vraiment une exception, mais je ne veux pas raconter d'histoire. C'est la France qui m'a donné cette chance d'être libre d'abord et de faire tout ce que ça me plaît. Voilà. Merci.